poids volumique sec, gamma D, et la teneur en eau, gamma D, gamma dry. Donc, le poids de l'échantillon sec. Donc, on commence par la première question avant de continuer sur le reste de l'énoncé de l'exercice. Donc, la partie 2 ne concerne pas cette première partie au niveau donné. Donc, pour déduire le poids volumique apparent ou bien total, donc la relation, on va utiliser la relation de définition. Donc, le poids volumique, comme le nom l'indique, c'est le poids sur le volume. Et vous avez pour chaque échantillon le poids ainsi que le volume. Oui, j'ai déjà commencé l'enregistrement. Je me demande si vous voyez l'écran que je partage. Oui, ça se voit. Donc, l'enregistrement, il est déjà en cours. D'accord. Vous avez le corrigé de l'exercice. Donc, pour l'exercice 1, la question 1, donc le calcul du poids volumique apparent, soit de l'échantillon total, soit on le dit aussi humide, le poids volumique sec et la teneur en eau. Donc, la première chose, le poids volumique apparent. Nous avons par définition gamma égale à W sur V, donc le poids sur le volume. Donc, pour le premier échantillon, nous avons ici le poids, c'est 2,5 newtons sur 130, ça c'est en centimètres cubes. Donc, pour le transformer en mètres cubes, on doit le multiplier par 10 à la puissance moins 6. D'accord? Donc, je pense que vous vous rappelez tous le tableau explicatif, si vous voulez, ou bien le tableau d'aide pour la transformation des unités. Donc, c'est multiplié par 10 à la puissance 6, moins 6. Donc, pourquoi? Donc, ici, vous avez le poids, c'est en newton. D'accord? Donc, multiplié par 10 à la puissance moins 3, c'est pour le rendre en kilonewton. D'accord? Ici, c'est en mètres cubes. Donc, j'ai l'unité conventionnelle standard. Donc, gamma 1, c'est 19,23 kilonewtons par mètre cube. Si je veux laisser ce terme-là, le nominateur, donc 2,5 sans le multiplier avec 10 à la puissance moins 3, donc j'aurai 19,23 ou bien 19 230 newtons par mètre cube. Donc les deux sont corrects, soit en newtons par mètre cube, soit conventionnellement kilonewtons par mètre cube. Donc vous faites juste attention à la transformation et les termes de multiplication ici pour avoir les unités qu'on veut. Pour le deuxième échantillon, nous avons le tableau des données ici, le poids, 2,3 multiplié par 10 à la puissance moins 3, divisé par le volume total, c'est 105 multiplié par 10 à la puissance moins 6, et j'aurai le gamma 2, c'est le poids volumique apparent ou bien total ou bien humide du deuxième échantillon de 21,90 kN par mètre cube. Donc, la chose que je dois vous souligner avec plusieurs lignes en rouge, donc lorsque je vous demande ou bien lorsqu'on vous demande en général dans ce module ou bien un autre, donc de calculer un terme, si ce terme-là nécessite une unité, le fait de le noter sans unité, ça rend le résultat sans, si vous voulez, sans sens. Donc, il n'a pas de sens. Si vous ne mettez pas d'unité, ça veut dire que vous le confondez avec un indice et ça rend le résultat faux. D'accord? Donc, il faut toujours noter l'unité et faire très attention à ça. Donc, le manque d'unité, c'est un résultat manquant. Donc, deuxièmement, il nous a été demandé de calculer le poids volumique sec. Donc, par définition, le poids volumique sec, c'est gamma D. Gamma D, c'est, par définition, le poids des grains solides rapporté au volume total. Donc, la différence entre gamma D et gamma S, c'est ce dénominateur. Donc, pour le gamma S, c'est rapporté au volume des grains solides. Pour le gamma D, le sol sec, c'est rapporté par rapport au volume total de votre échantillon. Donc, vous avez
ici les données de WS. Donc, nous avons déjà pris ces échantillons de sol, nous les avons séchés à l'étuve, donc, et nous avons obtenu des MS, des masses, des masses solides, puis nous les avons multipliés par G, donc, et nous avons obtenu le WS. Donc, vous avez le WS sur le volume total. De la même façon, vous avez pour l'échantillon 1, 2,2, 10 à la puissance moins 3 sur 130, 10 à la puissance moins 6. Donc, ça donne gamma D pour le premier échantillon, 16,92 kN par mètre cube. En même temps, vous pouvez vérifier les calculs. Les calculs, si je me trompe sur un chiffre ou un autre, ou bien des fautes de frappe, on ne sait jamais. Donc, vous pouvez le signaler dans le groupe. Comme ça, on peut corriger s'il y a quelque chose qui nous échappe. Donc, pour le deuxième échantillon, c'est 1,9 divisé par 105. Donc, avec les transformations, nous obtenons gamma D2 pour l'échantillon 2 égale à 18,10 kN par mètre cube. Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, c'est une méthode très simple, l'utilisation des formules de définition. Rien plus, rien moins. Donc, je pense que c'est clair. Je passe à la teneur en eau. Par définition, le petit w en italique de la teneur en eau, c'est le poids de l'eau sur le poids des grains solides multiplié par 100. C'est en pourcentage. Donc, le poids de l'eau, c'est le poids total moins le poids des grains solides. Parce que, je répète toujours, le poids de l'air, du vide, il est égal à 0. C'est négligeable. Donc, c'est le poids total moins le poids des grains solides divisé par le poids des grains solides multiplié par 100. Donc, j'ai tous les termes, j'ai le poids total, j'ai le poids des grains solides. Donc, je fais mon application numérique. Il n'y a pas de transformation que je dois faire. Les deux poids sont donnés en newton dans le tableau. Donc, je n'ai pas de choses à transformer. Donc, par conséquent, j'obtiens pour le premier échantillon une teneur en eau égale à 13,64%. Et pour le deuxième échantillon, c'est 21,05%. Donc, ça, c'est pour la première question. Donc, ce sont des questions simples et directes. Pour la deuxième partie, on continue les essais sur l'échantillon de sable fin, sur les deux échantillons de sable fin, ou bien on prend dans cette partie juste un seul échantillon. Donc, un essai au pycnomètre, vous vous rappelez le pycnomètre, le petit dispositif, donc un appareillage en verre, donc on utilise pour déterminer le gamma S, le poids volumique des grains solides pour l'échantillon. Donc, un essai au pycnomètre a été réalisé afin de déterminer le poids volumique des particules solides. Donc, gamma S, voir figure 1. Donc, ici en dessous, les pesées au pycnomètre. Donc, on a déjà réalisé. Donc, on suppose que ce poids volumique est le même pour l'ensemble de la couche de sable fin, c'est-à-dire à la même profondeur, donc la même couche, donc elle a le même poids volumique des grains solides, quel que soit l'emplacement de l'échantillonnage. Pourquoi? Parce que quel que soit l'échantillon pris en dessus ou bien en dessous de la nappe phréatique, de toute façon, on va le prendre et le sécher pendant 24 heures. Ce qui nous intéresse pour le test de pycnomètre, c'est d'avoir un échantillon S, c'est-à-dire sec. D'accord? Donc, quelle que soit sa teneur en eau, elle va être séchée au maximum. Donc, on suppose que ce poids volumique est le même pour toute la couche du sable. Les masses mesurées sont. Donc, ici, vous avez de gauche à droite, vous avez la balance avec M1, c'est-à-dire il y a le poids ou bien la masse du pycnomètre avec de l'eau distillée dedans. Donc, il y a de l'eau distillée et l'agitateur à l'intérieur.
Donc, ce poids-là, ou bien cette masse, donc ici, cette masse, M1, égale à 1180,1 grammes. On a pris notre échantillon qui est séché et on l'a mesuré, on l'a pesé. Donc, ça nous a donné M2. Donc, c'est MS, c'est la masse des grains solides. Donc, 45,8 grammes. Après, on a pris cet échantillon, on l'a introduit dans le picnomètre. Par conséquent, une partie de l'eau distillée, elle va remonter. D'accord? Elle va s'échapper ou bien remonter jusqu'à un niveau maximum. Donc ici, vous avez la troisième pesée. Qu'est-ce qu'elle contient? Le picnomètre, l'eau distillée à l'intérieur, l'agitateur, si on l'utilise, si on ne l'utilise pas, donc ce n'est pas la peine de le signaler, en plus de l'échantillon qui est séché. Donc la masse M3, c'est la masse totale qui tient toutes les parties du test. Donc la deuxième question, exprimer la masse volumique des particules solides ρS. Ici, c'est la masse volumique, ce n'est pas le poids volumique. C'est différent de gamma S. En fonction de M1, M2, M3 et ρW, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau. Donc, c'est une question de cours si vous voulez. Donc, pour l'entamer, donc ici, je vous ai fait un repère. Donc, si vous révisez votre polycope, vous trouverez la relation dans la page 18 du cours G618, donc le polycope de géotechnique. Dans la page 18, vous trouvez, donc si je peux le... J'essaie de chercher le polycope. Si j'ai la version ici, je travaille sur un ordinateur différent. Donc, j'attends son chargement. Donc, la relation, on peut passer outre de cette partie. Donc, la relation, je l'ai recopiée ici. Donc, nous avons VS, le volume des grains solides, est égal au rapport M1 plus MS moins M2 sur ρW et ρS, c'est-à-dire la masse volumique, elle est égale à MS sur M1 plus MS moins M2, le tout multiplié par ρW. Donc, en adaptant cette relation avec les données de notre exercice, parce que nous avions dans le polycope d'autres symboles pour marquer le poids de quoi sur quoi. Donc, nous avons utilisé ces symboles-là. Maintenant, dans notre exercice, nous avons des grands M. Donc, ici, nous avons des grands M1, grand M2, grand M3. Donc, nous allons adapter ces données-là à la relation donnée dans le polycope du cours. C'est la même chose. Donc, je vais laisser ça après. Donc, je continue sur le corriger. Donc, ici, nous avons grand M, elle est égale à M1. C'était la même chose, la masse du picnomètre remplie de l'eau distillée avec son agitateur à l'intérieur. Pour la M2, ici, j'ai déjà signalé, pardon, ici, M2, j'ai déjà signalé que M2, elle correspond à la masse de l'échantillon sec, c'est-à-dire la masse des grains solides. Donc, dans l'énoncé de l'exercice, sur le schéma. Donc, la figure à l'intérieur, elle correspond à la masse S, MS. Donc, MS, elle est égale à M2. D'accord? Puis, M3,
Dans cet exercice, c'est M2 noté au polycope. D'accord? Donc, au polycope, j'ai mis ces symboles-là donc avec leur explication. Donc, on peut mettre point et on retourne à la ligne, donc c'est compris. Mais parfois dans les exercices, soit dans des sites internet, soit dans d'autres livres, donc on peut changer les symboles de chaque fois. Je peux même noter alpha, bêta, gamma, mais l'essentiel, c'est que vous devez savoir à quoi correspond chaque symbole. Donc, c'est la phase que nous faisons ici. Donc, on essaye d'adapter les symboles donnés dans l'énoncé de l'exercice aux notions de la méthode du picnomètre. Donc, pour cet exercice, donc on va remplacer ça dans l'équation et tirer une équation adaptée à notre exercice. Donc, j'ai ici, dans le polycope du cours, rho S, elle est égale à ms sur m1 plus ms moins m2, tout multiplié par rho, S, rho W. Donc, ms, elle est égale à m2. Donc, je la remplace ici et là. Et M1, c'est M1, puis M2, c'est M3. Donc, j'obtiens à la fin rho S, elle est égale à grand M2, c'est-à-dire la masse du picnomètre avec de l'eau, pardon, la masse du grain solide sur la masse du picnomètre rempli de l'eau distillée, plus la masse des grains solides, moins la masse de l'ensemble, c'est-à-dire le picnomètre plus l'eau distillée, plus l'échantillon multiplié par la masse volumique de l'eau. Donc, juste un petit rappel entre parenthèses, la masse volumique, donc, c'est quoi? C'est la masse sur le volume. Donc, la même chose comme le poids volumique, c'est le poids sur le volume. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Pour relier la masse volumique au poids volumique, c'est la même méthode que la liaison qui se fasse entre le poids volumique, le poids et la masse. Donc, la masse volumique multipliée par G, qui est l'accélération, donne le poids volumique. C'est clair? D'accord. Donc, nous avons répondu à la question donnant l'équation qui relie la masse volumique des grains solides aux différentes masses et à la masse volumique de l'eau. La troisième question, c'est quoi? Déterminer gamma S, c'est l'objectif de ce test de picnomètre. Donc, déterminer gamma S et en déduire, c'est-à-dire à partir de gamma S, on déduit l'indice des vides E et le degré de saturation SR des deux échantillons 1 et 2. D'accord? Donc, pour le gamma S, le calcul du poids volumique des grains solides, donc sachant que ici, la relation qui relie la masse volumique au poids volumique. Donc, le poids volumique, c'est la masse volumique fois G. Donc, pour les grains solides, le poids volumique des grains solides, c'est la masse volumique des grains solides multipliée par G. Par conséquent, donc, à partir de cette équation-là que nous avons donnée à la question précédente, on va la multiplier par G dans les deux côtés. Donc, rho S fois G, c'est M1 sur M2 plus M1 moins M3 fois rho W fois G. Donc, rho S fois G, il nous donne gamma S. Et rho W fois G, il nous donne gamma W. Et le terme des masses reste le même. Donc, par conséquent, j'ai une relation de gamma S en fonction des différentes masses et le poids volumique de l'eau qui est une constante de 10 kN par mètre cube. Donc, en faisant l'application numérique de l'équation numéro 1, on obtient donc ça. Donc, nous avons M2, elle est égale à 45,8 grammes. Donc, je laisse les masses en grammes parce que j'ai le gramme sur le gramme. Les poids volumiques, c'est en kilonewton par mètre cube. Donc, comme ça, j'utilise gamma W, c'est 10. Je ne fais pas de transformation ici pour que j'obtienne gamma S en kilonewton par mètre cube. Donc, M1, c'est 1180,1. Donc, M3, c'est 1208,94. J'obtiens à la fin, gamma S, c'est 27 kilonewtons par mètre cube. Donc, comme ça, j'obtiens mon gamma S. Par la suite, je dois en déduire
l'indice des vides. Ici, c'est demandé pour les deux échantillons. Donc, gamma S, elle a la même valeur ou bien le même chiffre pour les différents échantillons parce que nous avons considéré que la couche, elle est homogène et parce que gamma S est toujours constante pour un tel échantillon. Quel que soit au-dessus ou bien au-dessous du niveau piézométrique, gamma S, elle ne se détermine pas qu'après séchage de notre échantillon. Donc, gamma S, c'est la même chose pour échantillon 1 et échantillon 2. D'accord? Par contre, les volumes diffèrent de la prise d'échantillon. Le volume, il est différent. Donc, c'est pour cette raison, nous allons déterminer le degré de vide différemment. Pour chaque échantillon, on obtiendrait une valeur ou bien un chiffre différent. Je continue. Pour eux, j'ai une relation qui relie le gamma S que je l'ai déjà déterminé juste avant, le gamma D que je l'ai déterminé dans la première question, donc moins 1. Donc gamma S sur gamma D moins 1. Pour le premier échantillon, j'ai gamma S, donc c'est la même chose pour deux échantillons, 27. Pour le gamma D, nous avons calculé ça, voilà, dans la première question. Donc 16 et 18 pour 16 pour le premier échantillon, 18,10 pour le deuxième échantillon, le tout moins 1. Donc j'obtiens pour le premier échantillon un indice de vide de l'ordre de 0,60 et pour le deuxième, un indice de vide de l'ordre de 0,49. Ensuite, le degré de saturation. Parce qu'il est en relation avec l'indice de vide, la teneur en eau, donc il va être différent entre l'échantillon 1 et l'échantillon 2. D'accord? Donc, j'ai la relation SR qui est égale à DS fois W sur E. Donc, DS, c'est la densité. Je rappelle à chaque fois une notion ou bien une relation pour que euh, vous essayez de les garder en tête. Donc, à force de les utiliser donc, fréquemment, donc, on peut les assimiler facilement. Donc, SR, elle est égale à gamma S sur gamma W sur E fois la teneur en eau sur l'indice de vide. Donc, SR1 pour le premier échantillon. Donc, gamma S, c'est la même chose. Et gamma W aussi, c'est toujours fixe. Donc, DS, c'est 2,7 multiplié par la teneur en eau du premier échantillon sur l'indice de vide du premier. Ainsi de suite, la même chose pour le deuxième échantillon. Donc, j'obtiens le degré de saturation pour l'échantillon numéro 1, il est égal à 61,38%. Le SR pour le deuxième échantillon, il est égal à 115,99%. Donc, c'est supérieur à 100%. Donc, je dirais que mon échantillon, il est sursaturé. Donc, après l'étape ou bien le stade de la saturation de tout liquide, il y a encore une quantité d'eau qui émerge notre échantillon. Donc, d'où vient la dernière question qui est déterminer lequel de ces échantillons est en dessous du niveau piézométrique. Automatiquement, l'échantillon qui se trouve au-dessous du niveau piézométrique, il va être imbibé, gorgé d'eau, émergé d'eau. D'accord? Donc, c'est l'échantillon qui va être caractérisé par un degré de saturation énorme. Par conséquent, c'est le deuxième échantillon qui dépasse les 100% pour le degré de saturation, avec presque 16%. Est-ce que c'est clair? Pardon. Donc, la réponse pour la dernière question, puisque le degré de saturation, ça c'est pour vous aider à formuler quelques phrases pour répondre aux questions. Donc, puisque le degré de saturation SR2 est supérieur à 100%, donc l'échantillon numéro 2 se trouve en dessous du niveau piézométrique. C'est la réponse
idéal. Donc, le deuxième exercice, un échantillon d'argile saturée. Donc, argile saturée, ça veut dire SR, elle est égale à 100% ou bien elle est égale à 1, sous forme d'indice. Donc, peser 35,4 grammes à l'état naturel, c'est-à-dire en état d'humidité naturelle, et 24,2 grammes après séchage à l'étuve. Donc, je peux en déduire M total, bien M, H ou bien M, c'est 35,4 grammes. MS des grains solides, c'est 24,2 grammes après séchage à l'étuve. Donc, si le poids volumique des grains solides vaut 26,2 kN par mètre cube, donc si gamma S égale à 26,2 kN par mètre cube, déterminez la teneur en eau, l'indice des vides, la porosité, le poids volumique total, le poids volumique sec et le poids volumique dégelé. Donc, c'est une seule question qui rassemble ou bien vous résume les différents termes que nous avons déjà vus. Donc, leur solution, ce n'est pas très compliqué. Donc, la première des choses, c'est la détermination de la teneur en eau. Donc, par définition, donc, soit en masse, soit en poids. Donc, c'est le poids de l'eau sur le poids S multiplié par 100. Ici, j'ai déjà donné des masses, donc je peux simplifier par G l'accélération et j'obtiendrai la teneur en eau. C'est MW sur MS. De la même façon, M total, c'est la somme entre MW, MS, MA. MA égale à 0. Donc, M égale à MW plus MS. Donc, MW, elle est égale à M moins MS, divisé par MS fois 100. Donc, j'ai les différentes masses que j'ai expliquées dans l'énoncé. Donc, l'application numérique de cette équation, W, elle est égale à 35,4 moins 24,2 divisé par 24,2 multiplié par 100. Donc, ça vous donne la teneur en eau égale à 46,28. Donc, je viens de voir dans les commentaires. Donc, Zineb et Hafsa ont marqué non. Je ne me rappelle pas ce nom, c'est sur quoi. Donc, vous essayez de me signaler par phrase là où vous avez des problèmes. D'accord? Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien la question numéro 1 de l'exercice 1, donc je peux la refaire avec vous après ça. D'accord? Pour ne pas couper le fil à la totalité qui suit. Donc, nous avons terminé la teneur en eau. Pour le calcul de l'indice de vide, j'ai une relation. Donc, j'ai déjà donné l'état de saturation de notre échantillon. Donc, j'ai la saturation. J'ai calculé la teneur en eau. J'ai le gamma S. Le gamma W, il est toujours connu. Donc, j'ai la relation donc, de degré de saturation avec l'indice de vide. Donc, si vous ne rappelez pas la première relation, donc c'est SR qui est égal à gamma S sur gamma W fois la teneur en eau sur E, qui est l'indice de vide. Donc, E et SR, ils vont échanger leur place. D'accord? Donc, E, elle est égale à DS, qui est gamma S sur gamma W, fois W sur SR. Application numérique. Donc, nous avons déjà donné le gamma S, 26,2 kN par mètre cube sur le poids volumique de l'eau, c'est 10 kN par mètre cube. Donc, l'unité de ça avec ça, elle va être simplifiée, fois la teneur en eau sur le degré de saturation. Si j'utilise la teneur en eau en pourcentage, je dois utiliser le degré de saturation en pourcentage. Si je note le degré de saturation en tant qu'indice, je transforme la teneur en eau en indice. Donc, je répète ça à chaque fois parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui confondent ça et en fin de compte, ils notent par exemple 46,28% sur 1, qui est un indice. Donc, ce qui va fausser
Donc, il va donner des chiffres au lieu, par exemple, d'obtenir comme ici 1,21. Donc, ils peuvent obtenir des valeurs de dizaines, alors que l'indice de vide, il ne dépasse jamais le chiffre de 3. Donc, c'est généralement entre 0 et 1 pour l'idéal. Quelques exceptions avec les incertitudes de calcul. Donc, il peut être, il peut aller jusqu'à 3 comme maximum. Mais au-delà de 3, on ne peut pas avoir des dizaines. Mais imaginez si vous ne divisez ici pas par, si vous ne divisez pas par 100, donc imaginez, donc c'est multiplié par 100. Donc c'est 121. Donc on ne peut pas avoir un indice de vide de 121 dans la nature. D'accord? Donc si la teneur en eau il est en pourcentage, le degré de saturation doit être en pourcentage. Donc les deux. Et comme ça, le pourcentage se simplifie et j'ai un indice qui est sans unité. Donc vous essayez toujours de chercher la logique dans votre équation et dans vos calculs. Comme ça, vous serez tranquille. Le troisième paramètre, c'est la porosité. La porosité, c'est N, la relation étroite qui relie la porosité avec l'indice de vide. N, elle est égale à E sur E plus 1. Simple application numérique, on obtient une porosité de l'ordre de 0,55. OK? Donc, le quatrième paramètre, le calcul du poids volumique total. Donc, je pense que vous arrivez à constater que la relation que j'utilise le plus souvent pour le poids volumique, c'est celle qui exprime le sol en sa totalité, en ses composantes totales. Donc, c'est gamma, elle est égale à 1 moins n fois gamma S plus n fois SR fois gamma W. Donc, si je reviens au calcul de l'indice de vide, vous voyez ce rapport, la teneur en eau sur le degré de saturation, deux pourcentages qui vont se simplifier et donner un indice. Donc ici, j'utilise une relation que l'aspect indice, il est dominant dans l'équation. Donc vous avez ici un indice, ici le degré de saturation qui est par définition soit un pourcentage, soit un indice, elle est à côté d'un indice. Donc automatiquement, je dois l'utiliser sous forme d'indice. Sinon, j'obtiendrai des valeurs du gamma qui sortent de l'imaginaire, qui sortent de tout ce qui est idéal ou bien tout ce qui est normal et logique dans la nature. D'accord? Au lieu d'avoir 17, donc j'aurai 1700 kilonewtons. Donc, on verra vers les méganewtons, les gigas, etc. Chose qui est illogique dans la nature. Donc, à partir de cette relation, j'ai mon indice de porosité. J'ai la porosité ici. Le gamma S, il est déjà donné. Ici, c'est N, la porosité, fois SR ici, c'est multiplié par 1. Et le poids volumique de l'eau, c'est 10. Donc, je ne fais pas multiplier par 10 à la puissance 3 pour le transformer en newton parce que je veux le gamma en kilonewton. Donc, je le garde en kilonewton. Donc, j'obtiens un gamma de l'ordre de 17,29 kilonewtons par mètre cube. Ensuite, le poids volumique sec, c'est gamma D, dry. Donc, gamma D, il y a une relation très simple et très sympa. Donc, 1 moins N, qui est la porosité multipliée par gamma S. Donc, c'est très facile. N, c'est 0,55. Gamma S, c'est déjà donné. Et j'obtiens gamma D qui aura l'unité de gamma S ici. Donc, c'est en kilonewtons. C'est 11,79 kilonewtons par mètre cube. Donc, gamma D, ici, c'est très simple de le calculer. Ensuite, le poids volumique déjaugé. Pour le poids volumique déjaugé, donc je fais un petit rappel pour les gens qui
qui perdent le fil pour le jauger et le déjauger. Donc, je dirais un sol qui est jaugé, c'est un sol qui est imbibé d'eau. Et en plus de son état de saturation, il y a une tranche d'eau qui se trouve sur l'échantillon qui est saturé. Donc, il contient une quantité énorme d'eau à un tel point qu'il a rempli tous les pores. En plus, il reste une couche supplémentaire d'eau. Donc ça, c'est un sol qui est jaugé, qui est émergé, d'accord? Si je veux faire des calculs sur mon sol, donc je dois retrancher la partie eau qui exerce une pression sur mon échantillon, d'accord? Donc cette tranche d'eau, elle est caractérisée par un poids volumique de l'eau. Donc le poids volumique déjaugé, un sol qui est déjaugé, c'est un sol sur lequel on a retranché l'effet de cette tranche d'eau. D'accord? On a éliminé cette tranche d'eau et son effet sur notre sol. Donc, c'est gamma prime. Gamma prime, c'est gamma de saturation avec tout l'état saturé de votre échantillon moins gamma W. Cette tranche d'eau, il nous reste juste la partie qui correspond à notre échantillon de sol avec de l'eau à l'intérieur, des grains. Donc, gamma prime, ici, sachant que l'échantillon étudié, il est saturé, donc le poids volumique total correspond au poids volumique en état saturé, parce que nous avons donné dans l'énoncé de l'exercice que l'argile, elle est saturée. Donc, si vous voulez gamma H humide, elle est égale à gamma qui est total, elle est égale à gamma sat, saturation. Parce que l'échantillon, il est saturé, ce H, cette humidité, elle atteint le degré de saturation. Donc, gamma prime, elle est égale à gamma 7 moins gamma W. Et gamma 7, elle est égale à gamma total ou bien gamma H. Donc, par conséquent, je peux écrire gamma prime, je remplace gamma 7 par gamma total. Donc, c'est gamma total moins gamma W. Et juste avant, j'ai déjà calculé le poids volumique total. D'accord? Donc, je le note ici, 17,29 moins le poids volumique de l'eau, c'est 10. Donc, le gamma prime, le poids volumique déjaugé, c'est 7,29 kN par mètre cube. Donc, ici, c'est une petite gymnastique de raisonnement des données de votre échantillon et des différents états et des différentes indices et des différents paramètres, si vous voulez, dimensionnels et adimensionnels. Donc, est-ce que c'est clair pour cet exercice, les étapes de calcul? Oui, effectivement, Hafsa. Donc, vous pouvez, donc pour tout le monde, vous pouvez utiliser d'autres équations pour faire les calculs. Vous pouvez obtenir quelques chiffres après la virgule de différence. Donc, ça ne nous embête pas. Donc, il y a toujours des cumuls d'incertitudes après la virgule. Donc, c'est pour cette raison, je vous demande toujours de garder seulement deux chiffres après la virgule avec le respect d'abréviation ou bien de trompeture des chiffres après la virgule. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle équation, sauf, par exemple, entre parenthèses, si vous avez une équation donnée avec une telle condition. Je me rappelle, dans le cours, il y avait des équations. Donc, attendez, géotechnique ici. Je vais vous afficher le tableau des équations. Par exemple, ici, pour le degré de saturation. Donc, l'équation numéro 15. Ça retarde un petit peu pour qu'il s'affiche sur vos écrans.
Vous voyez toujours la série de TD devant vous, ou bien le tableau des équations du cours? Le tableau, d'accord. Donc, la dernière équation ici, numéro 15, voilà. Donc, SR, elle est égale à W sur grand W sat. Et entre parenthèses, j'ai mis, donc il a été mis une condition, gamma D constant. Donc, cette équation, par exemple, donc, pour les différents calculs, donc, vous pouvez utiliser d'autres équations pour arriver à votre but. Vous voulez utiliser une équation de la saturation, donc vous donnez, vous faites très attention à celui qui est, aux choses qui sont notées entre parenthèses. Ce sont les conditions qui doivent être réalisées avant d'utiliser cette équation. Par exemple, si je ne vous donne pas que, ou bien je ne vous signale pas que gamma D elle est constante, donc il ne faut pas utiliser cette équation. Donc, c'est une équation obtenue après plusieurs expériences au laboratoire. Donc, ils ont trouvé que c'est réalisable, mais seulement si gamma D elle est constante. Donc, c'est le genre de choses auxquelles vous devez faire attention. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quelle équation pour, si vous avez tous les termes, donc l'essentiel, c'est que vous choisissez l'équation qui vous donne seulement une seule inconnue, ou bien à la rigueur deux inconnues et l'une qui est facile à aborder pour trouver l'autre. D'accord? Donc, je reviens. Donc, pour l'exercice numéro 3, le dernier, donc, c'est une simple question. Vous avez calculé le gradient hydraulique. Donc, c'est une question, j'essayais de vous familiariser un petit peu avec la deuxième partie de l'hydraulique des sols. Donc, calculer le gradient hydraulique critique, I, indice C, d'un sable dont la porosité est de 0,40, c'est-à-dire N elle est égale à 0,40, et dont la gravité spécifique est de 2,12. La gravité spécifique, elle est donnée, symbolisée par G, grand G, indice S. Pardon. C'est quoi la gravité spécifique? Elle est égale à ds. C'est la densité des grains solides. C'est la gravité spécifique. C'est une autre nomenclature du même terme. Donc, GS, c'est DS. Donc, DS, c'est quoi? C'est gamma S sur gamma W. Donc, la gravité spécifique, c'est DS. Donc, pour l'ensemble, donc je donne G, il est égal, j'ai simplifié G avec 10 mètres par seconde au carré et gamma W, c'est toujours constant, 10. Donc, ce gradient critique, nous avons donné une équation dans le cours. Donc, j'ai déjà signalé ça en rouge, en gras. La gravité spécifique correspond à la densité des grains solides, c'est ds. Parfois, vous la trouvez dans quelques livres en grand G, petit s. C'est la même chose, 2,12. Donc, le calcul du gradient critique, il se repose sur l'utilisation de cette équation, IC. Donc, si vous ne vous rappelez pas sur la notion du gradient critique, quand est-ce qu'on l'a abordé? Donc, c'est le seuil au-delà duquel on obtient un phénomène de renard sur l'hydraulique, c'est-à-dire on obtient un entraînement, un entraînement des grains solides avec la circulation de l'eau vers l'extérieur. Donc, il y a une perte du squelette solide avec son entraînement, avec la circulation, la force et la contrainte de l'eau qui le fait circuler, qui le fasse circuler, donc il va l'entraîner à l'extérieur. Donc, ce IC, c'est le seuil en dessous duquel donc, on ne peut pas avoir un phénomène de renard. Lorsqu'il est débordé, donc, on peut avoir un phénomène de renard. Donc, c'est le seuil critique ou bien le gradient hydraulique critique. Donc, il est donné par la relation, c'est gamma prime sur gamma W.
Donc, gamma prime, c'est le poids volumique déjaugé. Et en termes de contrainte, c'est la composante qui accompagne l'écoulement de l'eau. D'accord? Et gamma W, c'est la contrainte qui accompagne la contrainte du poids. D'accord? Donc, elle est aussi égale à gamma S sur gamma W moins N. Donc, nous avons remplacé gamma prime par l'une des équations qui existent dans les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Gamma S sur gamma W moins 1, le tout multiplié par 1 sur 1 plus l'indice des vides. Moi, je n'ai pas la valeur de gamma prime. Donc, je cherche une autre équation sur laquelle je peux trouver tous les termes. Donc, gamma S sur gamma W, c'est quoi? C'est DS. D'accord? Et E, c'est quoi? C'est N sur 1 moins N. Parce que dans l'exercice, il m'a été donné la porosité. Donc, je cherche E à partir de la porosité, il est égal à 0,67. Et pour la DS, il est égal à gamma S sur gamma W. Donc, automatiquement, soit je remplace ça par DS, soit je cherche gamma S, c'est DS fois W. Ça, c'est ça fois ça. Et je simplifie par gamma W. D'accord? Donc, à la fin, ça vous donne DS sur DS moins 1 fois 1 sur 1 plus E. Donc, c'est DS moins 1 sur 1 plus E. G DS, c'est 2,12 moins 1 sur 1 plus le E, je l'ai déjà calculé, 0,67. Donc, IC, le gradient hydraulique critique, elle est égale à 0,67. Et c'est un gradient, c'est un indice, donc c'est sans unité. DS, c'est sans unité, E, c'est sans unité, donc IC, c'est sans unité. Ou bien, à partir de l'équation de définition, j'ai un rapport de deux poids volumiques, donc simplification des unités, et j'aurai IC comme un indice, sans unité. Est-ce que c'est clair pour le gradient hydraulique critique? La question 4 dans l'exercice 1. D'accord. Donc la série numéro 3, c'est un peu abrégé, donc je ne l'ai pas beaucoup chargé. Donc l'exercice numéro 1. La question numéro 4. Déterminer lequel de ces échantillons est en dessous du niveau piézométrique. Donc, donc vous avez compris les questions précédentes, 1, 2 et 3. Hafsa. Donc, je suppose que tu les as compris. Donc, si tu les as compris, donc la troisième question, c'était la détermination de gamma S, puis le degré de l'indice de vide, puis le degré de saturation. Donc, on a calculé ça pour les deux échantillons. Donc, ici, j'ai calculer mes degrés de saturation des deux échantillons. Donc, la question 4, c'était juste une simple déduction ou bien conclusion à partir de la question numéro 3. Donc, lequel de ces échantillons se trouve en dessous du niveau piézométrique? Le niveau piézométrique, je suppose que vous le comprenez. Donc, en troisième année, donc en hydro, donc vous devez le savoir. Le niveau de l'eau, donc de la nappe, le niveau piézométrique. Donc, en dessous,
c'est-à-dire sous le niveau piézométrique, qu'est-ce qui se trouve? Donc, il y a de l'eau, il y a de la saturation totale. Donc, tous vos sols, ou bien votre aquifère, il est rempli d'eau en dessous du niveau piézométrique. Donc, il n'y a que de l'eau plus votre sol. D'accord? Et la question qui est juste avant, le degré de saturation pour les deux échantillons, il peut t'indiquer ça. Donc, le premier échantillon, donc, son degré de saturation, il n'atteint même pas 100%. Il est à moitié, 61,38%. Donc, il n'est pas saturé. Donc, il ne peut pas se trouver en dessous du niveau piézométrique. Par contre, l'échantillon numéro 2, son degré de saturation, il dépasse les 100%. C'est 115 ou bien 116% si vous voulez. D'accord? Donc, c'est un indice que cet échantillon, il se trouve dans un environnement confiné rempli d'eau. Donc, automatiquement, il est sous la nappe ou bien sous le niveau piézométrique. Et sans raisonnement, donc, une petite phrase qui explique ça. Puisque le degré de saturation de l'échantillon numéro 2, c'est-à-dire SR2, il dépasse 100%, il est supérieur à 100%, donc c'est cet échantillon numéro 2 qui se trouve en dessous du niveau piézométrique. Est-ce que tu as compris maintenant? D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a besoin toujours d'utiliser les équations, c'est-à-dire avec lesquelles on utilise tous les termes calculés avant? Donc, pas forcément. Si vous trouvez une équation dans laquelle vous utilisez juste un terme ou bien deux termes, pas tous les termes, donc c'est comme vous voulez. Donc, l'essentiel, c'est que vous ne restez pas bloqué avec un terme inconnu, lequel que vous ne pouvez pas calculer. D'accord? Donc, vous avez toute une panoplie d'équations que vous pouvez utiliser librement, sauf que la relation que j'utilise beaucoup, celle de gamma L est égal à 1 moins n fois gamma S plus n fois SR fois gamma W. Pourquoi je signe cette équation? Si vous voulez, c'est la plus exacte parce qu'elle donne l'état du squelette de votre échantillon, c'est-à-dire la porosité, le vide qui est à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est la structure du squelette. Il donne le gamma S. C'est spécifique aux grains solides. D'accord? Il caractérise les grains solides. Le M, c'est entre les grains solides. Et le gamma W, c'est de l'eau qui est dans l'échantillon. D'accord? Et le SR, c'est dans quelle proportion remplit vos vides. C'est pour cette raison que j'aime bien utiliser cette équation, parce qu'elle exprime votre échantillon dans sa structure un peu, son squelette, les différentes composantes, le gamma S, le gamma W, et aussi l'état dans lequel se trouve votre échantillon, le SR. D'où l'importance des paramètres non dimensionnels parce qu'il indique dans quelle proportion se trouve votre échantillon ou bien il est caractérisé par les paramètres dimensionnels. C'est bon, Nourdine? Donc, vous avez encore le temps pour poser vos questions, même les questions de cours. Donc, ne restez pas cerné par la série si vous l'avez facile et claire. Donc, vous pouvez poser des questions même dans d'autres choses de cours ou bien d'autres séries si vous êtes bloqué. Donc, il nous reste une séance pour demain pour la dernière.
On va utiliser traiter quelques exercices sur la géométrie, comment la traiter, comment l'interpréter. Et aussi pour si vous avez besoin de quelque chose. Donc, j'attends vos questions. Donc, la question, la relation du volume des grains solides, question 2, exercice 1. Ah, donc, la relation du picnomètre, c'est ce que vous trouvez un peu compliqué, d'accord? Donc, je partage avec vous. Donc, la question, c'était exprimer la masse volumique des particules solides ρS en fonction de M1, M2, M3 et ρW. Volume, d'accord. Donc, pour le corriger, c'était cette relation-là. Donc, juste avant, j'ai noté, nous avons CF, conformez-vous à la page 18 du cours géotechnique. Donc, j'ai trouvé ici ce que je vous ai donné dans le polycope. Donc, le polycope, il contient beaucoup de détails. Donc, ce sont des équations de la norme NF, norme française, P94054. Donc, c'est la norme qui utilise le picnomètre. C'est ce petit dispositif ou bien la forme géométrique que vous avez sur l'exercice ici. Donc, la forme géométrique ne change pas grand-chose. L'essentiel, c'est que les poids, etc., la masse ou bien le poids. Donc, la relation, elle est là. Donc, ρS en fonction de ρW. Donc, vous avez ici ρS. Avant, il y a VS. Donc, c'est un enchaînement, si vous voulez, un petit peu long dans le cours. Nous l'avons déjà traité. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration de A jusqu'à Z. L'essentiel, c'est que vous avez ici la relation qui relie les masses volumiques aux masses mesurées ici. Donc, vous avez M1 ici, il correspond à M1 là. Donc, ici, vous avez le poids. Donc, automatiquement, c'est M1 fois G. MS, il correspond au poids S divisé par G. Et M2, donc, il correspond à cette partie-là qui contient le picnomètre, l'échantillon et de l'eau distillée.
Donc, l'enchaînement de ça, donc c'est le même schéma, c'est juste la forme géométrique qui diffère. Donc, la masse volumique des grains solides, la masse volumique, c'est-à-dire la masse sur le volume, MS sur VS, le même enchaînement logique des poids. C'est la masse, ici, la masse des grains solides, dans l'exercice, c'était M2, grand M2. D'accord? Sur la masse primaire du picnomètre avec l'eau, M1, dans l'exercice, c'était grand M1, plus la masse des grains solides, qui était dans l'exercice en M2, moins, ici M2, c'est la masse de la totalité. L'exercice, c'était M3. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste remplacé ces termes par les termes ou bien les symboles donnés par l'exercice. D'accord? Donc, rho S, c'est M2 sur grand M1 plus grand M2 moins M3 fois rho W. Et comme le poids volumique, c'est la masse volumique fois, c'est-à-dire le poids, c'est la masse fois G. Donc, le poids volumique, c'est la masse volumique fois G. Donc, on va multiplier par G ici et ici. Et nous obtenons, à partir d'ici, rho S fois G, c'est gamma S. Et rho W fois G, c'est W. D'accord? Ça multiplié par G, ça donne les poids. D'accord? Ou bien les masses, quand vous voyez, parce que ça va être simplifié léger. D'accord? Donc, au lieu d'avoir les poids ici, donc, nous obtenons dans l'exercice M parce que la question s'est exprimée en fonction de M et non pas de W. D'accord? Que ce soit que vous le notez comme M, donc ça sera M fois G sur M fois, donc ça va être simplifié. D'accord? Donc, est-ce que c'est compris pour... D'accord. Donc, je passe à la question de Hafsa. Est-ce que toujours de donner... Aïe, 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 essayez de faire un petit effort avec le français. Donc, est-ce que c'est toujours donner la valeur ds ou bien il y a quelquefois on est obligé de la mesurer? Donc, ça dépend des données existantes, mais si vous êtes obligé de la mesurer, donc automatiquement, vous aurez quelque chose avec laquelle vous mesurez le gamma S. Par exemple, cet exercice de pygmomètre, si je ne vous donne pas le DS, bien la DS, la densité grain solide, je vous demande de la mesurer. Donc, vous avez déjà un test ou bien une manip avec le pygmomètre avec laquelle je peux obtenir le gamma S à partir des masses et du poids volumique de l'eau qui est toujours constant. D'accord? Donc, je peux obtenir le gamma S. Qu'est-ce que je vais faire? Je divise ce gamma S avec la masse volumique de l'eau. C'est ds. D'accord? Donc, lorsque je ne donne pas le ds, automatiquement, soit je donne directement gamma S, soit vous avez les termes avec lesquels vous calculez le gamma S et puis en déduire le ds. Bien la ds. Donc, est-ce que c'est bon, Hafsa, pour ça? D'accord. Pour Leïla, j'ai encore une confusion entre un sol saturé et un sol jaugé. D'accord. Donc, un sol qui est saturé, vous avez par exemple dans un récipient les grains solides et un sol saturé, donc c'est-à-dire l'eau, il existe seulement entre les grains. Donc, dans le vide que forment ces grains entre elles. D'accord? Donc, seulement ce vide-là, à l'intérieur de votre échantillon qui est saturé, qui est rempli d'eau. Un sol qui est jaugé, donc je prends ce sol qui est saturé et je commence à verser de l'eau. Donc, je continue à verser de l'eau jusqu'à ce que ce sol soit sursaturé et une tranche d'eau se forme au-dessus. C'est un sol qui est jaugé. Est-ce que c'est compris, Leïla? Donc, un sol jaugé, il contient beaucoup d'eau que le sol saturé. Il est sursaturé.
me confirmes, Leïla, si c'est OK ou non, avant de passer à la question suivante. D'accord. Donc, Siham Astawi, est-ce qu'on peut dire qu'un sol déjaugé, un sol qui est saturé? Vous cherchez beaucoup sur ça. On peut le dire, mais on peut le dire avec précaution. On n'a jamais fait de test là-dessus pour faire des calculs. Est-ce que un sol qui est déjaugé, c'est un sol qui est saturé avec les chiffres, avec le gamma sat et le gamma prime. D'accord? Donc, mathématiquement, ce n'est pas la même chose. D'accord? Il peut l'être dans quelques cas exceptionnels. Donc, je dis que cette question, c'est une question, si vous voulez, philosophique. On peut faire un sujet là-dessus. Donc, un sol qui est déjaugé, il est caractérisé par un poids volumique déjaugé gamma prime. Gamma prime, c'est quoi? C'est gamma 7 moins gamma W. Donc, gamma 7, c'est l'état de saturation. Mais on lui a retranché gamma W. Donc, ce n'est pas seulement gamma prime, il est égal à gamma 7. Donc, c'est OK lorsque ta question, un sol déjaugé, c'est un sol qui est saturé, c'est lorsque gamma prime, elle est égale à gamma 7. Elle est égale à gamma totale. D'accord? Ça peut être juste dans un cas qui est vraiment exceptionnel, un cas extrême. Mais soit mathématiquement, logiquement, sinon on ne peut pas. Pourquoi nous embêter à plusieurs nomenclatures? Par exemple, un sol déjaugé, c'est un sol qui est saturé. On reste sur un sol saturé et point barre. D'accord? C'est compris, Sina? D'accord. Autre question? D'accord. La méthode du cône de pénétration. Donc, le cône de pénétration, c'est un appareillage utilisé pour le test des sols fins, comme la méthode de Casagrande, la coupelle de Casagrande. Donc, je vais vous afficher le cône de pénétration. En termes de principe de fonctionnement, c'est la même chose que la coupelle de Casagrande. C'est le premier point. C'est un test pour déterminer les limites d'Atterberg, la limite de liquidité. D'accord? La limite de plasticité, on n'utilise pas un appareillage, mais juste une petite manip entre les mains et des mesures des différentes teneurs en eau. La moyenne vous donne la limite de plasticité. Pour la limite de liquidité, soit on utilise la coupelle de Casagrande que vous avez vue dans soit le TP, et pour le groupe qui en manque, donc nous l'avons déjà vu dans le cours. Donc avec les diapos, ici vous avez la coupelle de Casagrande. Donc, dans la coupelle de Casagrande, on prépare des échantillons. Je fais un petit rappel pour noter la différence, d'accord, et bien comprendre le cône de
pénétration. Donc, on prépare une pâte, on prend des petites boulettes de la pâte de votre échantillon qui est inférieure à 40 micromètres ou bien 80 micromètres en fonction du tamis le plus fin que vous avez dans le laboratoire, d'accord, inférieur à 80 micromètres. Vous, de l'eau distillée, vous préparez une pâte, de l'eau distillée entre parenthèses pour ne pas changer la composition minéralogique de votre sol. Vous préparez une pâte modelable, vous remplissez ce bol, d'accord? Vous prenez l'objet de rainure, vous essayez de le séparer en deux lèvres séparées, d'accord? Et vous prenez la manivelle, donc un petit dispositif, la manivelle, vous la tournez et vous faites rabattre votre bol, donc en fonction du temps et de rotation que vous faites. Donc, il y a un choc, tac, 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 tac. Donc, il y a des petits chocs qui s'exercent sur votre pâte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette pâte-là? Avec ces sollicitations de choc, ils vont commencer à se rapprocher et se refermer. Lorsqu'ils se referment ici en bas à droite sur 1 cm de longueur, j'arrête mon test, je note le nombre de chocs. Donc, il y a un petit numérateur ici qui vous note le nombre de chocs. S'il est en panne, donc vous notez, d'accord, en écoutant ou bien en voyant le nombre de chocs. Donc, après, vous récupérez votre échantillon, vous le pesez avant et après séchage. Donc, vous obtiendrez la masse de l'eau en fin de compte. Vous recommencez ce test 3 à 4 fois avec plusieurs teneurs en eau. À chaque fois, vous ajoutez de l'eau, vous remélangez votre pâte, vous commencez le test comme je l'ai expliqué, ainsi de suite. Donc, vous préparez 3 à 4 échantillons. Ensuite, vous obtiendrez des différents teneurs en eau de la masse que vous prenez, vous pesez avant et après séchage. Donc, vous obtiendrez des teneurs en eau. Et chaque échantillon, il est caractérisé par une teneur en eau et par un nombre de chocs ou bien un nombre de coups. Dans un graphe, vous notez en abscisse le nombre de coups et en ordonnée la teneur en eau. Et vous tracez la courbe qui passe, donc la moyenne, donc, qui passe entre les points. Et pour la limite de liquidité, c'est la teneur en eau qui correspond à un nombre de 25 coups. Donc, vous prenez le nombre de 5 coups ici, vous projetez sur la courbe et vous projetez sur l'axe des ordonnées, vous trouvez la teneur en eau. C'est petit WL. Ça, c'est la limite de liquidité pour la coupelle de Casagrande. La même préparation de la pâte avec 3 ou 4 échantillons chacun avec une quantité d'eau bien déterminée, au lieu d'utiliser ce bol ou bien cette coupelle de Casagrande, on prend le pénétromètre. Donc avec une norme bien différente ici, pardon, 94 052-1. Donc ce pénétromètre, il est de cette façon-là. Parfois, il y a un afficheur mécanique ou bien un afficheur numérique qui est plus précis. Donc, vous prenez ce bol-là, donc il y a un zoom, donc nous avons zoom ici, donc vous l'avez à droite. Donc, un petit récipient bien normalisé en cuivre. Ici, c'est le cône de pénétration. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Lorsque je place mon échantillon, cette pâte, le premier échantillon, je remplis mon récipient, donc son volume il est bien donné, donc je le remplis, je le place ici et je déclenche, donc il y a un petit vis ici qui déclenche ce cône-là, ce cône de pénétration. Le processus de fonctionnement de ça, donc lorsque je le débloque, il est bloqué. Lorsque je le débloque, il chute. Donc, il y a une chute libre de ce cône de pénétration à l'intérieur de votre échantillon. Donc, conséquence ici, vous avez dans ce schéma-là, donc j'attends son affichage sur vos écrans.
vais avoir la diapo suivante avec le récipient rempli de l'échantillon en haut à droite. Parce que sur mon écran de contrôle, je ne le vois pas affiché sur vos écrans. Donc, soit vous me le confirmez, soit on attend un petit peu la connexion. Voilà, maintenant c'est affiché. D'accord. Donc ici, lorsque je débloque le cône, donc il va s'enfoncer dans votre échantillon, donc dans cette figure-là, sur cette figure. Donc vous avez le cône, donc presque sa moitié, elle est pénétrée dans l'échantillon. Lorsqu'elle pénètre là, donc la profondeur qu'elle a traversée, elle est notée dans la figure sur la diapo d'avant. Elle est notée ici, en millimètres, d'accord? Soit en cet afficheur qui est mécanique, soit un afficheur numérique et il vous dicte le chiffre exact de combien de millimètres ce cône il pénètre dans votre échantillon. Donc, on a fini avec le premier échantillon. Nous le récupérons, nous le pesons avant et après séchage, la même procédure comme la coupelle de Casagrande. On va rajouter encore de l'eau, le mélanger, le préparer et remplir ce récipient-là et recommencer. On va relancer ou bien débloquer le cône. Il va pénétrer en chute libre dans l'échantillon. Il vous note une autre longueur traversée, d'accord? La longueur traversée, ainsi de suite, sur 3 ou 4 échantillons. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est que sur la courbe, donc je reviens à la courbe de la limite de liquidité, de la même façon. Au lieu en axe des abscisses, c'est celui qui va changer. Donc, pour chaque échantillon récupéré à partir du compte de pénétration, on a déterminé une telle teneur en eau. Donc, je note les teneurs en eau ici et en abscisse, au lieu du nombre de coups, je fais les distances traversées, les longueurs traversées ici, avec une échelle semi-logarithmique ou bien arithmétique. Donc, j'ai plusieurs longueurs, par exemple, parfois 20 mm, parfois 10 mm, parfois 30 mm, etc., selon la nature de liquidité de votre échantillon. Et le compte de pénétration, il est bien normalisé avec sa dimension, son poids, sa densité, etc. Donc, j'ai les différentes longueurs traversées ici, au lieu du nombre de coups, et je trace ma courbe. Donc, avec les 3 ou 4 échantillons, je peux traverser ma droite ou bien ma courbe. Qu'est-ce que je vais définir? La limite de liquidité avec le compte de pénétration. C'est la limite, c'est la teneur en eau correspondant, donc au lieu de 25 coups pour la coupelle de Gassa grande, donc le compte de pénétration, c'est la teneur en eau qui correspond à 17 mm traversés. Donc, je cherche le chiffre de 17 dans l'axe des abscisses, je fais ma projection sur la courbe et je fais une reprojection sur l'axe des ordonnées, je détermine la teneur en eau. Cette teneur en eau serait petit WL, la limite de liquidité obtenue par la méthode de compte de pénétration. Donc, est-ce que c'est clair, Hafsa, pour le compte de pénétration? D'accord.
Donc, autre question? Donc, tout le monde arrive à voir les visioconférences sur Google Meet et les télécharger. Donc, s'il y a quelqu'un entre vous qui n'a pas accès, donc qu'il m'envoie un email avec son nom et prénom, donc je peux lui donner l'accès pour le faire. Il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. Donc, même si vous avez quelques complications dans une partie de cours, donc si vous voulez me le réclamer, d'accord, par email, donc vous pouvez m'envoyer un email, je regarde toujours mes emails. Donc, vous pouvez fixer quelque chose vous voulez que je vous réexplique une autre fois. Donc, ça ne m'embête pas de vous réexpliquer plusieurs fois. Donc, ça fait plaisir, au contraire. Donc, si vous avez besoin d'un renforcement sur une partie, donc je peux le faire avec vous. Mais il faut le signaler avant que l'administration ferme. D'accord? Donc, il nous demande de réclamer s'il y a besoin de quelques séances cette semaine pour les informer. Donc, merci de me transférer si vous avez quelques demandes ou bien quelques besoins dans ma matière. Donc, comme ça, on peut organiser avec le vice-doyen. De rien. Donc, si vous n'avez pas de questions maintenant, donc je lève la séance. Je vous souhaite bonne journée et à Washington. Donc, à demain, Inch'Allah, à la même heure.